Vous pouvez commencer. Et le professeur est là. Très bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde est déjà connecté dans l'auditoire. Oui, vous pouvez y aller, professeur. Vous pouvez y aller, professeur. Tout le monde est là. D'accord. Alors, merci beaucoup aux organisateurs, Louis Affo et Sylvain, pour ce nouvel atelier. Primitivement, on souhaitait que le docteur Eman participe, et parce qu'il apporte un regard singulier aussi, intéressant dans ce domaine. Et puis, ne pouvant pas participer, il a chargé Vincent Godard de balayer l'ensemble du sujet, ce que je suis sûr, Vincent, avec sa fougue et sa maîtrise habituelle, va nous éblouir. Merci Frédéric pour l'introduction. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que vous voyez tous mon diaporama. Donc je m'appelle Vincent Audard, je suis néphrologue à l'hôpital Henri Mondor. Effectivement, je m'intéresse depuis quelques années aux atteintes rénales et aux complications néphrologiques pouvant être observées chez les patients drépanocytaires dont vous avez la prise en charge. Alors juste en introduction, moi je n'avais pas du tout vocation quand j'ai commencé mon clinica ici à Mondor de prendre en charge, et je ne connaissais pas du tout, voire très très peu, la néphropathie drépanocytaire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à la meilleure prise en charge des patients, l'introduction de nouvelles molécules, de nouveaux protocoles et les échanges transfusionnels, vous savez mieux que moi qu'effectivement le pronostic de ces patients s'est nettement amélioré, et qu'en améliorant le pronostic des patients, on a vu apparaître des dysfonctions chroniques d'organes qui peuvent toucher les reins, mais pas que, puisque, comme vous le savez, effectivement, d'autres complications, telles que des complications cardiaques, pulmonaires, hépatiques, sont maintenant très largement décrites au cours de la drépanocytose. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai vu apparaître à la consultation, au début, j'avais un patient une fois par mois, puis 2 patients par mois, et puis c'est arrivé, maintenant, j'ai quasiment 4 patients par consultation qui me sont adressés effectivement pour des avis purement néphrologiques. Et donc, je vais vous faire un petit peu un résumé de l'état de l'art, entre guillemets, sur ce qu'on sait actuellement sur cette atteinte rénale, ce qu'on appelle couramment la néphropathie drépanocytaire. Donc, je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler ce que c'est la drépanocytose, mais en tout cas, ce qui est important, effectivement, et ça va être important pour l'exposer aujourd'hui, c'est qu'il est classique de distinguer un petit peu deux phénotypes, même si tous vos patients, effectivement, sont susceptibles de présenter des complications vaso-occlusives ou ont un profil, bien entendu, tous hémolytiques. On sait quand même qu'il y a des patients qui sont plus ou moins susceptibles de faire ces complications vaso-occlusives ou qui ont un degré d'hémolyse qui peut être un peu différent entre un patient et un autre. Et c'est vrai que de plus en plus, ces complications, parce que cette drépanocytose, c'est une maladie systémique, et ces différentes complications qui peuvent toucher différents organes, on a tendance effectivement à rapprocher ces deux phénotypes comme étant à l'origine de ces différentes complications. Et ce qui est important, c'est que dans le cadre de la néphrologie, de l'atteinte rénale, finalement, on va voir que probablement les deux mécanismes, l'ischémie reperfusion qui touche effectivement les articulations et éventuellement le thorax au cours du syndrome thoracique, peut vraisemblablement aussi se manifester sous la forme d'épisodes d'ischémie reperfusion néphrologique rénale avec à l'origine progressivement d'une dégradation de la fonction rénale. Et puis le deuxième mécanisme, effectivement, où ça c'est bien démontré, c'est qu'on sait que le risque de développer une néphropathie drépanocytaire est étroitement corrélée au degré d'hémolyse et à la vasculopathie systémique engendrée par la libération effectivement de fragments toxiques, et notamment de l'hème et de ses différents composés. Donc pour ce qui est des atteintes rénales, premier point important, alors je ne sais pas s'il y a des pédiatres, mais j'imagine que oui, connectés dans la salle, c'est que clairement, il y a une bonne corrélation entre l'âge des patients et le risque de développer des manifestations néphrologiques, même si les enfants très précocement peuvent développer des défauts de concentration des urines. On voit que d'une façon générale, ici un peu en violet, les kidney disease, maladies rénales, vous voyez, ce n'est pas du tout la même problématique chez l'enfant de moins de 6 ans, 6 à 17 ans, et puis plus on évolue dans la vie, et plus on voit apparaître un nombre important de patients qui vont développer une atteinte rénale. Cette atteinte rénale, elle peut prendre différents aspects. Comme je vous l'ai dit, dès leur plus jeune âge, des enfants développent des défauts de concentration des urines qui sont le plus souvent réversibles avec les transfusions sanguines, qui sont parfois à l'origine d'épisodes de déshydratation qui favorisent les épisodes de crise vaso-occlusive.
À un âge plus avancé, ces défauts de concentration des urines peuvent devenir irréversibles, avec parfois de véritables tableaux de diabète insipide néphrogénique, avec une insensibilité du tube collecteur à l'ADH, cette hormone qui permet de réguler la réabsorption d'eau libre au niveau du tube collecteur. On aura bien entendu l'occasion de reparler très largement dans l'exposé de la protéinurie, qui peut survenir à un âge assez précoce et puis qui peut évoluer vers d'abord par une microalbuminurie, puis une protéinurie plus importante, une macroprotéinurie, voire même un syndrome néphrotique lorsque le débit de protéinurie est supérieur à 3 grammes par jour, ou maintenant on fait surtout des protéinuries sur échantillon, donc lorsque le rapport est supérieur à 3 grammes par gramme ou lorsqu'il est supérieur à 300 mg par millimol de créate urinaire. L'acidose métabolique était largement décrite dans les années 70 et puis il y a peu d'études qui se sont intéressées à cette acidose jusqu'à récemment où des nouvelles données permettent de préciser un petit peu l'origine de cette acidose métabolique que vous observez fréquemment chez vos patients drépanocytaires, puisque si vous regardez bien les ionogrammes sanguins, vous avez un certain nombre de vos patients qui ont une réserve alcaline, un taux de bicarbonate qui est sensiblement inférieur à la normale. Une hématurie microscopique est fréquemment rencontrée. Une hématurie macroscopique peut parfois être observée. Lorsqu'elle survient, elle doit faire suspecter 2 complications majeures. La première, c'est celle-ci, qu'on met ici en évidence avec une urographie intraveineuse, un examen qui est plus fait, mais maintenant qu'on mettrait en évidence avec une IRM, voire une artériographie, c'est la nécrose papillaire avec extravasation de sang liée à des globules rouges faciles formés dans la papille rénale, un tableau de douleur lombaire bilatérale, de la fièvre, ça ressemble beaucoup à une pyélonéphrite avec une hématurie macroscopique. L'autre complication que doit faire redouter la présence d'une hématurie macroscopique est la survenue d'un cancer rénal dans une forme tout à fait particulière et agressive, qui est le carcinome médulaire, qui semble plus fréquemment associé à la drépanocytose par rapport à des groupes contrôles de patients du même âge et du même sexe. Un petit mot sur l'hypertension artérielle. On est quelque peu étonné de constater que dans la population drépanocytaire, un nombre relativement faible de patients drépanocytaires présentent une hypertension artérielle, alors que je me permets de vous rappeler que dans la population afro-antillaise ou afro-américaine de façon plus générale, la prévalence de l'hypertension artérielle est assez élevée, notamment liée à des facteurs ethniques qui ont maintenant été, et génétiques qui ont été mis en évidence. La physiopathologie de cette relative hypotension n'est pas univoque. Certains auteurs évoquent la baisse des résistances périphériques par la libération de molécules vasodilatatrices pour corriger l'hypoxie tissulaire. Et puis d'autres auteurs évoquent, et probablement les 2 mécanismes sont intriqués, la perte de sel obligatoire et l'effet natriurétique entraînant une perte de sel, des prostaglandines et d'un autre médiateur dont je vous reparlerai par la suite, qui semble jouer un rôle important et qui constitue une piste thérapeutique, qui est l'endothéline 1. Lorsqu'elle est présente, l'hypertension artérielle systémique est associée à 2 événements, comme montré dans cette publication de Gordog qui date maintenant un petit peu. Tout d'abord, à la présence d'une insuffisance rénale. C'est bien connu, nous néphrologues, on sait que plus nos patients sont hypertendus, c'est un facteur de risque majeur de développer une néphropathie, une maladie rénale chronique. Et on n'est pas très étonné de voir que plus les chiffres de pression artérielle sont élevés et plus la créatinine augmente avec le temps. L'autre corrélation entre cette hypertension et une autre manifestation chronique d'organes est l'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire, mesurée ici par la vitesse de régurgitation dans la valve tricuspide, qui semble plus importante lorsque les chiffres d'hypertension artérielle sont plus élevés. Je vous ai parlé rapidement en introduction de l'acidose métabolique. Donc, dans les années 70, il y avait eu quelques papiers sur l'acidose métabolique des patients drépanocytaires. Le mécanisme probablement était d'origine néphrologique, avec un défaut d'acidification des urines, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'études qui avaient été réalisées par la suite. En 2014, l'équipe de Jean-Philippe Eyman, justement à l'hôpital Tenon, avait essayé de reprendre un petit peu les données de 411 patients drépanocytaires homozygotes sans insuffisance rénale, avec un DFG supérieur à 60 ml par minute, pour essayer un peu de préciser, non pas les mécanismes, mais peut-être les facteurs de risque et la prévalence de cette acidose métabolique. Comme vous le voyez, cette acidose métabolique était retrouvée chez 42% des patients de la cohorte de Tenon sur les 411 patients. Elle était plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. On notait qu'elle semblait corrélée à l'hémolyse, en tout cas lorsqu'on regardait le taux de LDH. Et ce que les auteurs avaient constaté, c'est que l'osmolarité urinaire à jeun était plus basse chez les patients, et notamment les hommes avec une acidose, que chez les femmes, que chez les hommes sans acidose et que chez les femmes.
Avec l'équipe de l'HEGP et l'équipe du centre de référence à l'hôpital Henri Mondor, nous avons voulu essayer de préciser un petit peu le mécanisme de cette acidose. Dans ce papier qui a été publié récemment, on a pris 25 patients drépanocytaires avec un DFG supérieur à 60 ml par minute, là encore, et on leur a fait un test d'acidification des urines qui consiste en l'administration de l'Azilix suivi de l'administration de fludrocortisone. Ce test permet de voir si vous arrivez à acidifier vos urines et lorsque le test est altéré, ça signifie que vous avez un défaut de sécrétion distale de protons d'ion H+. Le test est normal lorsque vous arrivez à abaisser votre pH urinaire inférieur à 5,3 et lorsque vous constatez une augmentation de l'excrétion urinaire d'ammonium supérieure à 33 microlitres par minute. Dans cette étude, nous avons montré que 50% de l'effectif présentait une réponse anormale et donc présentait un défaut d'acidification des urines. Nous avons essayé d'établir des corrélations avec un certain nombre de paramètres. Un certain nombre de paramètres, notamment le pourcentage de cellules denses, très cher ici à Pablo Bartolucci, et qui reflète le degré d'hémolyse, était associé. Mais finalement, le facteur dont la valeur prédictive et la valeur prédictive positive et négative surtout était le plus étroitement corrélé au risque d'acidose et de défaut d'acidification des urines, c'était, comme l'avait suggéré le papier de Morel, l'osmolarité urinaire à jeun qui en pratique est facile à mesurer. Il suffit d'un prélèvement urinaire et de l'envoyer dans un service de biochimie qui effectue l'osmolarité à jeun. Dans ce travail, nous avons montré que lorsque l'osmolarité à jeun était inférieure à 391 milliosmoles par kilo d'eau, la probabilité d'avoir une réponse anormale au test, donc d'avoir un défaut d'acidification des urines, était de 100%. À l'inverse, lorsque vous avez une osmolarité supérieure à 449, la probabilité est de 100% d'avoir une réponse normale au test. Entre 391 et 449, il n'est pas possible de prédire l'évolution de ce test. Alors, là aussi, on le doit un petit peu aux données. Ce qui manquait très largement jusqu'à ces 2-3 dernières années, c'est on avait l'impression que, alors ce qu'on entend par néphropathie drépanocytaire, ce n'est pas tout à fait toutes les complications néphrologiques que je vous ai listées en introduction. Ce sont essentiellement, en fait, c'est une maladie rénale qui ressemble beaucoup à la néphropathie diabétique, qui débute par une microalbuminurie, puis une protéinurie plus importante, une macroprotéinurie, avec, comme à l'image de la néphropathie diabétique, souvent une hyperfiltration initiale et puis une détérioration progressive de la fonction rénale. Lorsqu'on prend la cohorte de Jean-Philippe Eyman à Thonon, on voit qu'effectivement, à un temps donné, vous avez des patients qui ont une hyperfiltration qui représente la majorité des patients. Des patients ont un normal GFR, donc un débit de filtration glomérulaire normal, ce qui peut être tout à fait faussement rassurant dans cette population, parce qu'effectivement, avoir un DFG normal lorsque vous partez, lorsque vous avez 35 ans et que vous voyez un patient qui a 70, imaginez si vous l'aviez pris en charge à 18 ans et qu'il était à 180 ml par minute, ça veut dire qu'il est passé de 180 à 70 ml par minute, il a déjà amputé plus de la moitié de son capital néphronique. Vous avez des patients qui n'ont pas d'atteinte rénale manifeste, qui ont un DFG supérieur à 90, entre 90 et 120, et qui n'ont pas de microalbuminurie. Et puis, vous avez des patients qui, eux, vont développer progressivement une maladie rénale, par définition inférieure à 60, mais probablement, chez les patients drépanocytaires, le DFG inférieur à 90 doit déjà alerter, à mon avis, sur la possibilité d'une atteinte rénale déjà assez sévère et évoluée. Alors, je vous ai parlé effectivement du DFG. Quelle est la meilleure méthode d'évaluation du DFG? Alors, Cocorico, il y a beaucoup d'études françaises et des équipes très actives dans le cadre du centre de référence et de la filière dont vous êtes responsable et les représentants aujourd'hui. Dans ce travail de Marie Courbebès et Jean-Benoît Harlet à l'HEGP, vous voyez que la meilleure formule, celle qui se rapprochait le plus de la mesure du DFG, c'est l'équation qu'on utilise nous aussi le plus fréquemment d'ailleurs, en dehors même de la drépanocytose, c'est-à-dire l'équation CKD-EPI qui était la plus proche du DFG mesuré. C'est celle qu'il faut utiliser chez vos patients. Alors, la néphropathie drépanocytaire, elle débute d'abord par un stade d'hyperfiltration. C'est une augmentation du flux sanguin rénal et du débit de filtration qui probablement est la conséquence de la vasodilatation. Comme je vous l'ai dit, elle peut se voir dès l'enfance. Là encore, un travail de Jean-Philippe avait permis de montrer en 2010, dans une cohorte de 280 patients drépanocytaires, que l'âge moyen de cette cohorte était de 24 ans, une population relativement jeune. L'hyperfiltration était définie à l'époque, on n'avait pas encore les données de Jean-Benoît Harlet montrant que c'était l'équation CKD-EPI, mais avec l'utilisation d'une autre équation, à savoir MDRD, avec une hyperfiltration supérieure à 130 chez l'homme et supérieure à 140, on voit que la moitié de la population présentait une hyperfiltration avec plus d'hommes hyperfiltrants
que de femmes hyperfiltrantes de manière significative. Ces patients hyperfiltrants, pour 49% d'entre eux, ils n'avaient pas d'albuminurie, pas de protéinurie significative. 36% avaient une microalbuminurie et 15% avaient une macroalbuminurie, c'est-à-dire un rapport supérieur à 30 mg par millimol, 0,3 g par jour schématiquement. En analyse multivariée, l'hyperfiltration était associée à une hémoglobine fétale basse, à un taux élevé de réticulocytes et à l'âge jeune des patients, puisqu'effectivement, plus ils avançaient dans la vie et plus on voyait les patients de moins en moins hyperfiltrants passer plutôt vers un DFG normal, voire une insuffisance rénale. Alors, l'histoire naturelle, je vous ai dit qu'elle n'était pas du tout bien connue, même si par extrapolation et même si les mécanismes physiopathologiques n'ont rien à voir, elle ressemble sensiblement à celle de la néphropathie diabétique. Et finalement, en 2019, 2020, 2021, 3 grandes études ont permis de préciser l'histoire naturelle. Alors, j'ai des regrets parce que ça, c'est des études qu'on aurait pu tout à fait mettre en place dans le cadre du centre de référence et de la filière, mais on a un petit peu tardé. Mais on aura sûrement des études encore plus ambitieuses par la suite qui nous permettront encore de mieux préciser les choses et je l'espère pouvoir essayer de faire des scores pronostics, surtout pour vos patients. Donc, ce premier papier de l'équipe de Kenneth Ataga et de Rebail, publié dans l'American Journal of Kidney Disease, 427 patients, 331 avec 2 mesures du DFG, en CKD-EPI, la maladie rénale chronique, et ça, je trouve que c'est un petit peu un biais, était défini comme une protéinurie non pas quantifiée sur un échantillon, mais juste avec une bandelette urinaire et ou un DFG inférieur à 90 ml par minute. Donc ça, c'est un des premiers papiers qui montre que finalement, l'insuffisance rénale, le DFG de 90 à 70, on parle de maladie rénale chronique, on ne parle pas d'insuffisance rénale. Eux, dès inférieur à 90, ils disent qu'il y a une insuffisance rénale. Ça représentait presque 20% de leur population à baseline. Ils vont suivre ces patients pendant 4 ans. Ils vont avoir 290 patients pour lesquels ils ont le suivi et ils vont différencier des patients avec un génotype sévère, essentiellement les S-bêta-thal et les homozygotes, avec des patients qui ont un génotype moins sévère, modéré. Et ils vont montrer que, effectivement, la perte du DFG, en moyenne pour l'ensemble de la population, quel que soit le génotype, est de moins 1,82 ml par minute. Mais lorsque vous prenez les patients les plus sévères, c'est moins 2 ml par minute et par an. Donc ça, vous n'êtes pas néphrologue, il y a peut-être des néphrologues connectés. C'est quand même pour une population d'un âge moyen d'une trentaine d'années, c'est quand même une décroissance assez rapide. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans une population appariée pour l'âge et le sexe. Les auteurs de ce travail montrent que la perte est plus rapide si le DFG de base est plus faible, on s'y attendait. Si la protéinurie de base est plus élevée, là encore, c'est connu, plus vous avez de la protéinurie, plus vous êtes à risque de développer une maladie rénale en dehors même du problème de la drépanocytose. Et là encore, l'hémolyse, je vous l'avais dit un petit peu en introduction, les facteurs, plus vos patients sont hémolytiques et plus ils vont dégrader rapidement et perdre du DFG avec le temps. En analyse multivariée, le seul facteur qui ressortait, c'était l'importance de l'anémie à baseline. Deuxième étude, Olaniran, les États-Unis, étude de registre, 21 800 patients afro-américains. Parmi ces patients, 17 000, on va aller directement à la fin parce qu'il y a un certain nombre de critères d'exclusion. Ils vont garder 8 729 patients qui sont afro-américains, qui n'ont pas de drépanocytose et qui n'ont pas de trait drépanocytaire. Ils vont avoir 1251 patients qui ont un trait drépanocytaire et 230 qui sont drépanocytaires, le plus souvent homozygotes. Ils vont montrer que dans cette population d'un âge moyen de 36 ans, avec un suivi qui est quand même assez conséquent, 8 ans, avec un DFG moyen à baseline à 128 ml par minute, une perte, là encore, qui correspond un peu aux données de Kenneth Ataga et de Rebail dans le papier précédent, de moins 2,5 ml par minute. Ici, c'est la courbe des drépanocytaires homozygotes. Vous voyez qu'ils partent de plus haut, ils hyperfiltrent, mais vous voyez qu'avec le temps, ils arrivent plus bas. Au bout de 10 ans d'évolution, ils passent en dessous tout le monde, ils passent en dessous de l'afro-américain qui n'est pas drépanocytaire et qui n'a pas de trait drépanocytaire, et ils passent aussi en dessous du patient qui a juste le trait drépanocytaire. Mais de manière intéressante, dans ce travail, les auteurs montrent tout de même que le fait d'avoir un trait drépanocytaire, d'être AS, est aussi associé à une perte plus rapide du DFG par rapport à la population afro-américaine non drépanocytaire et qui n'a pas le trait drépanocytaire. Et puis, cette publication tout récente qui est en ligne dans Hematologica, toujours Ataga, mais une cohorte plus importante, des résultats un petit peu similaires, avec une perte moyenne du DFG pour tous les patients à moins de 36. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que les patients qui hyperfiltrent au départ
ont une perte qui est un petit peu moins rapide que les patients qui n'ont pas d'hyperfiltration au départ, moins 2,66 versus moins 2,09. La corrélation entre le déclin rapide supérieur à 3 ml par minute et par an et du DFG, et c'est associé à un taux faible d'hémoglobine et d'hématocrite à baseline, une bilirubine élevée, des antécédents d'AVC et l'utilisation de bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et vous voyez quand même ils définissent la progression de la maladie rénale chronique comme un DFG inférieur à 90 et une perte de 25% du DFG à baseline. On a quand même 21% des patients qui progresseurs rapides avec cette définition et on a presque 10% de la population qui va présenter durant le suivi une perte de 50% du DFG, ce qui est quand même relativement important pour un suivi médian de 5 ans. Donc, nous allons maintenant parler, maintenant qu'on a un peu défini l'histoire naturelle, vous avez vu donc clairement les patients avec une drépanocytose, ils ont une perte du DFG qui est plus importante pour une population de cet âge. On est quand même dans le cas d'une maladie rénale chronique avec une perte rapide du DFG. Voilà, il y a peu de maladies qui font perdre autant de DFG à cet âge-là. On sait que la néphropathie diabétique, on peut perdre rapidement, mais pas à peu près à ce niveau-là, mais chez des patients quand même beaucoup plus âgés avec beaucoup plus de facteurs de risque. On va parler maintenant de la protéinurie. Excusez-moi pour cette diapositive un petit peu indigeste, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'études sur la protéinurie, que les chiffres de protéinurie sont très variables selon les populations étudiées, pédiatriques versus adultes, selon les dates de publication, les techniques de dosage, protéinurie sur échantillon, protéinurie à l'aide de la bandelette dans les études les plus anciennes, protéinurie sur des urines de 24 heures avec souvent des urines perdues. Donc, forcément, on arrive à des chiffres différents. Retenez que, d'après ces études, 4,5 à 26% des enfants ont une protéinurie. Ce que j'entends par protéinurie, c'est albuminurie et macro-albuminurie. 26 à 58% des adultes. Dans la plus grande étude s'étant intéressée sur le sujet, qui date maintenant de 2006, Guache avait montré que sur 184 patients drépanocytaires homozygotes, 42% de la cohorte avait une microalbuminurie, 26% avaient une protéinurie supérieure à 30 mg par millimole. L'intérêt de cette étude était de montrer que cette atteinte glomérulaire, a priori, ou peut-être tubulaire, on ne sait pas, n'était pas exclusivement réservée à la drépanocytose homozygote, mais pouvait être aussi observée au cours d'autres hémoglobinopathies, avec néanmoins des chiffres de microalbuminurie et de protéinurie relativement plus faibles. Quels sont les facteurs de risque associés à la protéinurie? L'âge, on voit qu'effectivement dans l'étude de Guache, plus les patients sont âgés, plus ils ont une protéinurie. Plus ils ont une insuffisance rénale, plus ils ont une protéinurie. Dans l'étude de Brigitte Rank, publiée dans le Lancet Hematology en 2014, dans une population exclusivement africaine sur le continent africain, on voit aussi que la prévalence de la macroalbuminurie augmente très largement avec l'âge des patients. Dans cette étude de 2016, sur une grande cohorte de patients drépanocytaires, 1470, on peut voir aussi qu'avec l'âge, la microalbuminurie a tendance à diminuer. Mais attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'on guérit nos patients que la microalbuminurie diminue, c'est parce que quand ils augmentent dans les différentes décades, on voit apparaître de plus en plus de patients avec une macroalbuminurie. Donc effectivement, avec l'âge, baisse de la microalbuminurie, mais parce qu'ils passent au stade de macroalbuminurie, ils progressent, et ce qui montre encore qu'on a des efforts à faire en termes de protection rénale, de réduction du débit de protéinurie chez les patients. Bien sûr, on aura l'occasion d'en parler quand j'évoquerai les possibilités thérapeutiques que l'on a en notre possession à l'heure actuelle. L'autre facteur de risque associé à la protéinurie, en dehors de l'âge, c'est l'hémolyse. Plus vous êtes hémolytique, ça avait été très bien montré dans ce papier d'Hematologica par Day, tous les paramètres d'hémolyse, LDH, la bilirubine, les réticulocytes, sont associés au risque de développer une microalbuminurie. Oui? Non? Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Donc, dans cette méta-analyse, toujours de Kenneth Ataga, que vous devez connaître, qui est une personne… Il a un liquide inflammatoire. Ouais. Kenneth Ataga, qui avait publié dans PLOS ONE qu'effectivement, le fait d'avoir un taux faible d'hémoglobine était associé à certaines complications, notamment les complications rénales et notamment la protéinurie. Alors, l'histoire naturelle de la protéinurie, là encore, on n'avait pas beaucoup de données. Comment un patient que vous prenez en charge à un temps X va-t-il évoluer à un temps Y? Et il y a aussi cette étude qui est très intéressante de Nice dans Blood Advance, publiée très récemment en 2020.
Dans cette étude, les auteurs ont une cohorte de patients, 303 patients d'un âge moyen de 21 ans, à la fois pédiatrique et adulte, puisque ça va de 2 à 64 ans, 46% d'adultes, 54% de femmes, un suivi médian de 23 mois. À baseline, lors du début de l'étude, 32% des patients ont une albuminurie, qui est une microalbuminurie, donc de 30 à 300 mg par gramme, et 6% ont une macroalbuminurie. Donc, attendez, excusez-moi. Je suis en visio, je fais un topo pour la drépano. Pas plus. Et donc, dans cette étude, les auteurs vont montrer que l'augmentation en moyenne de la protéinurie est de 3,5 mg par gramme par an. Elle est plus rapide lorsque vous avez à baseline un taux d'albuminurie important, supérieur à 100 mg par gramme. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est lorsque vous prenez les patients qui ont une protéinurie importante à baseline, avec un rapport supérieur à 300 mg par gramme, vous voyez qu'ils ont 100% de risque d'avoir une albuminurie persistante à la fin du suivi. Fait intéressant, et ça c'est montré aussi dans les autres maladies rénales, mais ça n'avait pas encore été démontré chez les patients drépanocytaires, on voit que la perte du DFG dans cette cohorte est corrélée entre le fait d'avoir une protéinurie persistante, puisque chez les patients chez lesquels on n'arrive pas à contrôler cette protéinurie, on voit que la perte du DFG est de moins 5 ml par minute et par an, notamment chez les adultes, versus moins 0,2 ml par minute et par an. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir réduire au maximum cette protéinurie, vraisemblablement, pourrait préserver ou du moins ralentir la progression de la maladie rénale chronique chez vos patients. Donc, il y a de l'insuffisance rénale, il y a de la protéinurie. Dans les reins de ces patients, que se passe-t-il? Quelles sont les lésions anatomopathologiques sous-jacentes? La lésion la plus connue et la plus décrite est une lésion de hyalinose segmentaire et focale. Cette hyalinose segmentaire et focale, je vous ai représenté ici un glomérule, elle est caractérisée en fait par des lésions d'une cellule qu'on appelle les podocytes, avec des bandes de fibrose qui viennent se mettre en place entre la capsule de Bowman ici et le flocculus. Donc, cette hyalinose segmentaire et focale, la drépanocytose, ce n'est pas la seule cause. Il y a tout un tas de maladies qui peuvent donner une HSF. Et quels sont les moyens de distinguer une HSF drépanocytaire d'une HSF d'autre origine? Deux moyens sur les biopsies rénales des patients drépanocytaires. Si vous faites une coloration de PERLS qui permet de colorer les dépôts d'hémosidérine, vous allez voir de magnifiques tubes tout colorés en bleu qui montrent qu'il y a de la réabsorption de fer et d'hème au niveau de ces tubules, qui probablement est à l'origine d'une dysfonction tubulaire. Et on peut voir aussi ici, au niveau des capillaires péritubulaires, sur les biopsies, parfois des globules rouges falciformés. Ils sont engorgés des massifs falciformés, ce qui est assez atypique sur des biopsies d'HSF chez des patients non drépanocytaires. Les dépôts de fer que vous pouvez mettre en évidence sur la biopsie rénale peuvent aussi être visualisés parfois à l'IRM lorsqu'il y a une surcharge en fer qui est très importante et qui est probablement liée à l'hémolyse, qui n'a rien à voir avec la surcharge en fer que vous pouvez voir au niveau hépatique, qui est liée à l'hémochromatose, mais cette surcharge en fer au niveau rénal est plutôt liée à la filtration d'hème libre au niveau du glomérule et sa réabsorption au niveau du tubule rénal, comme l'atteste ici cette coloration au bleu de PERLS. Donc ça, c'est la première étude qu'on avait eu l'occasion de faire avec Frédéric Galacteros et l'équipe du centre de référence quand j'étais encore bien jeune, en 2010, où on s'était intéressé à préciser les lésions anatomopathologiques rénales présentes chez nos patients drépanocytaires. Pour faire bref, on avait montré que les patients sur ce faible effectif, ce qui montrait qu'on n'avait pas encore trop l'habitude à l'époque de biopsier les patients, on pourra discuter un petit peu des indications de biopsie. Mais en tout cas, voilà, l'HSF, c'était la plus fréquente, FSGS, focale segmentale glomérulosclérosis, 7 patients. Des patients présentaient des microangiopathies thrombotiques, des patients présentaient des tableaux histologiques compatibles avec des glomérulonéphrites membranoprolifératives, et 3 patients présentaient une entité qu'on avait appelée la sickle cell disease glomérulopathie, qui correspond à une hypertrophie isolée des glomérules. Pour faire simple, les patients, ils n'avaient pas qu'une atteinte rénale isolée, ils avaient fréquemment une atteinte cardiaque, ils avaient des antécédents sévères de crise vaso-occlusive, avec souvent des antécédents de syndrome thoracique dans 83% des cas. Le point important de cette étude, c'est que vous voyez qu'ici, lorsque on fait la biopsie rénale, on a une population où finalement le DFG est pas mal, 86, 92, 96, sauf pour le groupe membranoproliférative. Et comme je vous disais tout à l'heure en introduction, on a été surpris de constater, alors même si c'est une étude rétrospective avec les biais inhérents à ce type d'étude, qu'au bout de 28 mois de suivi, on avait quand même un patient sur 2 qui avait une insuffisance rénale chronique et 21% qui étaient en hémodialyse, chez des patients qui avaient quand même une protéinurie à baseline qui était très élevée. Donc un petit peu à l'image de la néphropathie diabétique, quand ils ont une protéinurie très importante, même si le DFG au départ est plutôt rassurant,
S'ils partent de 180, on est déjà à 50% de réduction d'amputation du capital néphronique. Et probablement, ces patients, quand ils ont une protéinurie très importante, un syndrome néphrotique, ils peuvent évoluer rapidement, malheureusement, vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, la prévalence de l'insuffisance rénale chronique, je montre toujours cette diapositive. Ça devait être Frédéric Galacteros qui avait dû me la fournir il y a de ça bien longtemps avec Philippe Rémy quand il faisait les exposés sur le rein drépanocytaire, mais je la conserve parce que je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle montre très, très bien, qu'elle illustre bien le fait que la meilleure prise en charge des patients s'accompagne d'une augmentation des dysfonctions chroniques d'organes et notamment néphrologiques. Le même auteur, Powers, en 1991, dans Annals, publie une cohorte de 725 patients. 4,2% présentent une insuffisance rénale chronique. 15 ans plus tard, le même auteur, avec une cohorte de 1040 patients, on arrive à 12%, avec un âge moyen ici à 23 ans, et maintenant on est passé à 37 ans. Donc clairement, vous prenez mieux en charge les patients et on voit apparaître de plus en plus de complications néphrologiques. Et il est important de sensibiliser à la fois les drépanocytologues, mais aussi la communauté des néphrologues sur cette problématique de la drépanocytose, même si ça reste encore une maladie rare, c'est une maladie rénale émergente. Cette incidence de l'insuffisance rénale alors, est très variable selon les études, 5 à 18%. Lorsqu'on prend les populations un peu plus âgées, on monte à quasiment un quart de la population drépanocytaire. Les facteurs de risque assez classiques dans l'étude de Powers, comme dans toutes les maladies rénales chroniques, le fait d'avoir une protéinurie importante, une hypertension, la sévérité de l'anémie sont associés au risque d'avoir une insuffisance rénale. Dans cette étude de 2005 dans Médecine, seuls les antécédents de crise vaso-occlusive nécessitant une hospitalisation étaient associés au risque de développer une insuffisance rénale, ce qui suggère éventuellement qu'effectivement, les mécanismes d'ischémie-reperfusion intrarénale peuvent jouer un rôle dans la survenue de cette maladie rénale. Dans cette étude publiée par Saraf dans le BJH en 2013, deux larges cohortes de patients drépanocytaires, en analyse multivariée, le fait d'être plus âgé et d'avoir des paramètres hémolytiques importants était associé au risque de maladie rénale chronique. Dans l'étude de De Rebel sur l'évolution du DFG que je vous ai cité tout à l'heure, qui date de 2019, l'hémoglobine, le fait d'avoir des IEC était associé de manière péjorative, négativement, au risque de développer une maladie rénale, alors que le fait d'avoir des antécédents d'ostéonécrose aseptique semblait, entre guillemets, protecteur, ce que je n'explique pas très très bien. Un autre facteur qu'on a récemment identifié, que vous avez peut-être vu passer le papier qui est sorti il y a une dizaine de jours sur PubMed, un travail qu'on a fait avec les maternités de l'intercommunal de Créteil et de l'hôpital Tenon. On s'est posé la question du rôle de la prééclampsie comme facteur de progression de la maladie rénale chez les patients drépanocytaires. En effet, dans la population générale, des patients, des données suggèrent que le fait d'avoir fait une prééclampsie pourrait être délétère à long terme pour la fonction rénale des patientes qui ont fait cette prééclampsie en dehors même de la drépanocytose. Là, on s'est dit, on a quand même une population qui est déjà à risque de développer une maladie rénale, qui est aussi à risque vraisemblablement de faire une prééclampsie, puisque vous savez que la physiopathologie de la prééclampsie implique une ischémie placentaire avec la libération de facteurs pro-angiogéniques. Et donc, on s'est posé la question du rôle un petit peu de cette prééclampsie sur le devenir de la fonction rénale. L'équipe de Frédéric avait déjà pu, avec la maternité du CHIC, avait publié un travail il y a quelques années montrant que effectivement la prééclampsie était plus importante dans la population drépanocytaire que dans la population générale. Des chiffres qu'on retrouve aussi, puisqu'on avait quand même 13% de la population drépanocytaire qui développait une prééclampsie. Pour faire bref et résumer rapidement cette diapositive, ce qu'on montre dans ce travail, ce n'est pas inintéressant, c'est que les patientes, on va essayer d'identifier d'abord les facteurs de risque de prééclampsie. Ce qui est intéressant, c'est que les facteurs qu'on va identifier sont les suivants. Le taux d'hémoglobine de base, plus vous avez une anémie, plus vous risquez de faire une prééclampsie. Plus vous avez des LDH élevés, plus vous risquez de faire une prééclampsie, donc plutôt là encore l'hémolyse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de développer durant la grossesse un syndrome des crises vaso-occlusives, ici avec un petit p à 0,03, le fait d'avoir une crise vaso-occlusive pendant la grossesse, là, qui pourrait aussi engendrer un petit peu de l'ischémie placentaire, est associé au risque de développer une prééclampsie chez vos patientes. On s'intéresse maintenant à l'évolution du DFG. Vous voyez ici qu'on est à baseline. Notre groupe prééclampsie, on a 40 patientes. 65 patients drépanocytaires n'ont pas fait de prééclampsie. Lorsqu'on compare l'évolution du DFG des deux groupes envers les prééclampsies, on voit qu'à baseline, ils sont pareils. On voit qu'au moment de l'accouchement,
il y a une perte un peu plus importante du DFG, pas très étonnant. On a quelques groupes patientes dans le groupe pré-éclampsie qui va faire des insuffisances rénales aiguës. Et puis après, on regarde un an après. Et là, ce qui est frappant, c'est que dans le groupe drépanocytaire sans pré-éclampsie, vous voyez remonter le DFG. On revient à la fonction rénale antérieure. Par contre, les patientes qui ont fait une pré-éclampsie gardent une altération significative du DFG. Lorsqu'on regarde au dernier suivi, avec un suivi médian, je crois, qui est de 3 ans, on voit aussi que nos patients drépanocytaires qui n'ont pas fait de pré-éclampsie, elles perdent un peu de DFG. Ça correspond à peu près au chiffre de perte du DFG des études de Rebeil et d'Olaniran. Par contre, nos patientes qui ont fait une pré-éclampsie, elles perdent du DFG, mais de manière beaucoup plus importante et de manière accélérée. Donc, clairement, les conclusions de cette étude, c'est chez une patiente drépanocytaire qui est très hémolytique, qui va faire une crise ou plusieurs crises vaso-occlusives pendant la grossesse, attention au risque de pré-éclampsie. Et surtout, on suggère qu'il faut vraiment bien monitorer les patientes qui ont fait une pré-éclampsie. Il va sûrement falloir renforcer les mesures de néphroprotection parce qu'elles sont à risque de dégrader plus rapidement leur débit de filtration glomérulaire et leur fonction rénale. Alors, c'est bien beau, je vous parle de l'insuffisance rénale, mais pourquoi c'est important de bien surveiller la fonction rénale des patients drépanocytaires? Parce que c'est un facteur de risque indépendant, crucial de mortalité dans cette pathologie. Ça a été très bien monté dans cette étude de 2018. On voit ici, en fonction du DFG à baseline, on regarde la survie, les courbes de survie des patients drépanocytaires. Lorsque vous avez un DFG à baseline qui a moins de 60 ml par minute, vous voyez ici la survie qui est catastrophique par rapport à des patients ici qui ont un DFG à baseline supérieur à 130. Donc clairement, quand vous découvrez un patient drépanocytaire et que vous allez le suivre un petit peu, il faut mieux que vous le découvriez avec 130 de DFG plutôt qu'avec 55 ml par minute. On sait aussi que plus vous perdez rapidement du DFG et plus ceci est corrélé à un pronostic péjoratif. Ici, la courbe de survie avec moins 3 ml par minute et par an de perte du DFG versus la courbe de survie à plus de 3 ml par minute et par an. Chez les patients, alors ça aussi c'est le papier d'Ataga, excusez-moi, c'est une nouvelle slide, donc j'avais oublié que je vous l'avais mise, mais qui confirme effectivement la corrélation entre la survie et le déclin rapide du DFG, et on voit que c'est pire dans le groupe avec une perte de DFG inférieure à 5 ml par minute, où là la survie est vraiment très délétère. Alors, on avait effectivement abordé la problématique avec Louise Nielsen, un papier qu'on avait publié en 2016 sur la survie des patients drépanocytaires hémodialysés dans notre cohorte ici à l'hôpital Henri Mondor. Et on avait montré qu'effectivement, sur 32 patients qu'on avait mis en hémodialyse à l'hôpital Henri Mondor, la survie des patients ici en rouge était nettement moins bonne que le groupe contrôle apparié pour l'âge et le sexe et la date de mise en dialyse. Donc, ce n'étaient pas des patients drépanocytaires, ce n'étaient pas des patients africains, mais en tout cas, il y en avait peut-être quelques Africains non drépanocytaires, mais en tout cas, pour des patients du même âge, du même sexe, avec le même âge de mise en route de la dialyse, on voit que la survie était moins bonne. On avait aussi montré dans cette étude qu'alors qu'on travaille avec un centre de référence, un centre de transplantation, il y avait une moins bonne accessibilité à la transplantation, ici en rouge, des patients drépanocytaires par rapport à ce même groupe contrôle qui vivait plus longtemps et qui accédait plus facilement à la transplantation rénale. Je vais vous parler rapidement, avant de parler de la physiopathologie et du traitement, de l'insuffisance rénale aiguë. Quelques mots, ce n'est pas inintéressant. En fait, il y a peu d'études qui sont intéressées à cette problématique, mais moi, ça m'intéressait effectivement quand on a commencé un peu à parler du rein drépanocytaire avec l'équipe ici à Mondor. Je me disais, une des hypothèses, c'est qu'il y avait de l'ischémie-reperfusion. Et la première chose que j'ai voulu regarder, c'est est-ce que les patients, pendant les crises, ils font de l'insuffisance rénale aiguë? Pourquoi j'ai voulu regarder ça? C'est parce que lorsque vous vous intéressez aux modèles expérimentaux, les souris drépanocytaires, on voit que quand ces souris, on les met en situation d'hypoxie-réoxygénation, qu'on provoque des crises chez ces souris, elles développent plus d'insuffisance rénale aiguë avec des lésions de nécrose tubulaire aiguë. Malgré ces données expérimentales, peu d'études cliniques s'étaient intéressées sur l'insuffisance rénale aiguë chez les patients drépanocytaires. Dans cette étude publiée en 90, les auteurs avaient retrouvé une incidence de 10% avec différents mécanismes éthiopathogéniques impliqués. Donc, dans cette étude qu'on a fait avec Anoucha ici à l'hôpital Henri Mondor, on a repris 254 épisodes de CVO chez 161 patients. Et je veux dire que j'ai été un petit peu déçu parce qu'on a constaté que l'incidence globale était relativement faible. On a néanmoins constaté aussi qu'il y avait une assez bonne corrélation entre la sévérité de la crise et le risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Les CVO simples, on était à 2,3%, les STA non sévères, 6,9%. Et lorsque le syndrome thoracique était sévère, nécessitant une hospitalisation en réanimation, on passait à 13,6%. Vous voyez ici, sur cette courbe, l'évolution de la fonction rénale, avec un retour le plus souvent aux fonctions rénales antérieures.
On a montré dans ce travail qu'il y avait une assez bonne corrélation entre le risque de développer une insuffisance rénale aiguë et les paramètres échocardiographiques, puisque les patients qui développaient une insuffisance rénale aiguë, pris en charge en réanimation pour un syndrome thoracique sévère, avaient du cœur pulmonaire aigu, une insuffisance cardiaque droite, de l'HTAP, et que finalement, ce n'était pas une dysfonction cardiaque gauche qui entraînait l'insuffisance rénale aiguë, ce n'était pas du bas débit, mais plutôt une congestion veineuse. Une étude récente a confirmé un petit peu ces résultats, montré que finalement, l'insuffisance rénale aiguë n'était pas anodine chez les patients drépanocytaires. Encore Olaniran, encore une étude de registre, le même schéma que tout à l'heure. On a les référents, on a le trait drépanocytaire, on a les homozygotes. Et ce qui montre, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir une sickle cell disease, on a plus d'insuffisance rénale aiguë, qu'elle soit modérée, qu'elle soit sévère ou qu'elle soit persistante. Et surtout, les auteurs montrent que chez les patients qui ont une sickle cell disease, le fait d'avoir un épisode d'insuffisance rénale aiguë est associé aussi ultérieurement à une perte plus rapide de DFG annuel, moins 3 millilitres par minute, par rapport au patient qui fait une insuffisance rénale aiguë et qui n'est pas drépanocytaire. Ça nous amène à évoquer la physiopathologie qui est complexe et qui est multifactorielle, plusieurs éléments. L'hypoxie rénale, dans les modèles expérimentaux chez des souris drépanocytaires, même lorsque vous les mettez dans des situations de normoxie, le facteur de transcription IF-alpha, qui est un facteur de transcription qui régule l'expression d'un certain nombre de gènes en rapport avec l'hypoxie, est élevé. Le taux de désoxyhémoglobine mesuré par une technique de BOLD IRM est plus élevé dans les reins des souris drépanocytaires. Vous voyez ici en jaune le taux de désoxyhémoglobine dans une souris drépanocytaire versus une souris wild type. Cette induction de l'hypoxie, de IF, elle apparaît au niveau des glomérules, des tubules et des vaisseaux par rapport aux souris wild type. Donc effectivement, montrant qu'il n'y avait pas beaucoup d'insuffisance rénale aiguë, mais ne démordant pas de l'hypothèse qu'il y avait peut-être de l'ischémie rénale pendant les crises, on avait fait ce travail avec Pablo et Frédéric il y a quelques années, en 2014, où on avait étudié un paramètre urinaire qui s'appelle le NGAL, qui est un paramètre en fait qui s'élève dans les urines et dans le sang des patients dès qu'il y a de l'ischémie, dès qu'il y a un petit peu d'hypoxie au niveau des tubules rénaux, ces cellules tubulaires qui sont très sensibles à l'ischémie. On a pris 25 patients drépanocytaires. Quand ils sont arrivés aux urgences de l'hôpital Henri Mondor, on leur a prélevé le sang, les urines, et on a mesuré les taux de NGAL urinaire, et on les a reconvoqués un mois plus tard à l'état basal pour refaire les mêmes mesures. Et on a montré que pendant la crise vaso-occlusive, les taux de NGAL urinaire étaient plus élevés qu'à l'état basal, ce qui suggère effectivement que pendant la crise, il y a de l'ischémie reperfusion, de la souffrance du tubule. Alors effectivement, cette souffrance tubulaire, elle ne se manifeste pas forcément par une augmentation des chiffres de créatinine, mais vous connaissez vos patients mieux que moi et vous savez que vos patients ils peuvent développer en une année 3, 4, voire parfois un épisode par mois de crise vaso-occlusive. Et la répétition de ces ischémies reperfusion rénale, à mon avis, peut être tout à fait, même pas qu'à mon avis d'ailleurs, peut être tout à fait délétère en termes de fonction rénale. On a été un petit peu plus loin. Je vous ai montré tout à l'heure cette diapositive de BOLD IRM chez la souris. On a fait la même chose chez les patients. 10 patients qui arrivent en crise, qui vont passer à l'IRM. On va leur faire une BOLD IRM. Ils vont être convoqués 1 ou 2 mois plus tard pour refaire une deuxième IRM avec un délai médian de 56 jours, donc à distance de la crise. Et on montre dans ce travail avec Jean-François II, Pablo et l'équipe de drépanocytose que les niveaux de désoxyhémoglobine sont plus élevés dans les reins des patients drépanocytaires, non pas des souris, excusez-moi pour le lapsus, et entre la crise et l'état basal et par rapport au sujet contrôle. Alors, je ne suis pas du tout expert en imagerie médicale, mais avec des paramètres maintenant d'imagerie, on peut aussi mesurer l'intégrité cellulaire et la perfusion tissulaire. Et on montre aussi dans ce travail que cette intégrité cellulaire et cette perfusion, l'altération de la microcirculation est beaucoup plus marquée durant les crises qu'à l'état basal, le patient étant son propre contrôle. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hypertrophie glomérulaire. Ce n'est pas bon d'avoir des glomérules aussi gros qui mesurent 28,7 micromètres de diamètre par rapport à un sujet contrôle. Donc ça, c'est multifactoriel, augmentation du flux sanguin rénal, on a évoqué, et c'est ça vraisemblablement qui contribue aussi à l'hyperfiltration. Les médiateurs, quels sont les médiateurs intéressants sur lesquels on pourrait jouer pour essayer de ralentir la progression de la maladie rénale? L'endothéline, c'est probablement le médiateur le plus intéressant. Pierre-Louis Tarot, dans cette publication, très jolie publication qui date un petit peu, avait montré que chez les souris drépanocytaires, il travaillait dans le modèle de souris SAD, qui mettait dans des situations d'ischémie-reperfusion, dans des cages hypoxiques. Il y avait une induction au niveau des reins et des poumons de l'endothéline. Et lorsque, surtout, il traitait ces souris simultanément à l'ischémie-reperfusion dans les cages hypoxiques par un antagoniste qui est à la fois un antagoniste des récepteurs ETA et ETB de l'endothéline, le bosantan,
il améliorait les lésions rénales, il réduisait l'infiltration alvéolaire et l'inflammation au niveau des lavages broncho-alvéolaires des souris et il améliorait la survie de ces souris. Donc, chez les patients, peut-être vous pourrez m'en dire davantage parce que j'avais eu vent qu'il y avait des études sur ces antagonistes des récepteurs de l'endothéline, notamment dans le syndrome thoracique, les crises vaso-occlusives sévères. Je n'ai pas vu passer les papiers, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant à la fois pour la protection pulmonaire et la protection rénale. Lorsque vous prenez des souris drépanocytaires, que vous les laissez tranquillement vieillir, vous ne les mettez pas dans des situations d'hypoxie-réoxygénation, elles aussi, elles développent une maladie rénale avec de l'hypertrophie glomérulaire, de la hyalinose segmentaire et focale, etc., etc. Lorsque ces mêmes souris, vous les traitez par un antagoniste de la récepteur, ici un antagoniste spécifique du récepteur ETA, l'embrisentan, vous réduisez les lésions de glomérulosclérose, vous réduisez la taille des glomérules et vous restaurez la survie des podocytes, ces fameuses cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le fait de mettre dans les croquettes des souris pendant plusieurs semaines un traitement par antagoniste pourrait préserver le rein. Ça, c'est très, très intéressant, cette étude, puisque dans le domaine de la néphrologie, il y a une nouvelle molécule qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le sparsentan, qui là va bientôt avoir une AMM pour certaines maladies rénales chroniques, qui est un double bloqueur, qui bloque à la fois, qui joue le rôle, qui est une double molécule, ARA2, qui bloque le récepteur à l'angiotensine, qui est intéressant, mais qui bloque aussi le récepteur ETA de l'endothéline. Et bien entendu, je serais très, très intéressé, je suis déjà en train de voir avec le laboratoire qui va commercialiser cette molécule, qui est un petit laboratoire en Angleterre, pour effectivement essayer de proposer des essais de néphroprotection pour réduire la protéinurie avec cette nouvelle molécule qui est le sparsentan. Un autre facteur de risque, on pourra en parler dans les questions, c'est le polymorphisme apoélin qui est associé aux maladies rénales chroniques d'une façon générale dans la population afro-antillaise, afro-américaine. Et plusieurs études ont montré, notamment des études américaines et françaises, que le fait d'avoir un polymorphisme à risque, ce n'est pas le seul facteur de risque, mais était associé au fait d'avoir une insuffisance rénale plus importante, une protéinurie plus importante et une dégradation plus rapide de la fonction rénale. Ceci m'amène rapidement à parler du traitement. La pierre angulaire du traitement néphroprotecteur dans le cadre de la maladie rénale chronique, ce sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Peu d'études s'étaient intéressées aux IEC, aux ARA2 jusqu'à les années 2018-2019. Cette vieille étude avait montré dans le papier de New England de Fall que le fait de mettre un IEC permettait de diminuer la protéinurie. Dans cette publication, là encore, lorsque vous mettez un IEC chez des patients drépanocytaires, vous diminuez la protéinurie alors qu'elle a plutôt tendance à augmenter lorsque vous les traitez avec le placebo. Deux études ont été publiées sur le sujet des IEC-ARA2 qui peuvent quand même poser un petit problème conceptuel dans le cadre de la néphroprotection chez les patients drépanocytaires, puisque ce sont quand même des molécules qui ont deux inconvénients majeurs, qui peuvent entraîner des hyperkaliémies. Et beaucoup de vos patients ont des problèmes d'hyperkaliémie, notamment à cause de l'acidose métabolique qu'ils présentent. Et ce qu'on ne sait pas bien, c'est que les IEC, les ARA2, sont parfois aussi utilisés pour réduire le taux d'hémoglobine, et ça peut poser un problème chez les patients drépanocytaires. Dans ces deux études, avec des effectifs, et je trouve que c'est assez décevant, avec un nombre assez faible de patients, 42 patients dans l'étude de Jean-Philippe Eman et 32 patients dans l'étude de Queen, on voit qu'effectivement, les IEC réduisent la protéinurie, notamment chez les macroalbuminuriques, mais aussi chez les microalbuminuriques. On voit ici dans l'étude de Queen que le primary endpoint, le fait d'avoir une réduction de plus de 25% du rapport protéinurie-albuminurie sur créatininurie est atteint chez 83% des patients du groupe macro et 58% du groupe micro, mais vous voyez des effectifs de patients qui sont faibles. Mais bon, clairement, plutôt une bonne tolérance, après effectivement avoir exclu les patients avec une insuffisance rénale sévère, après avoir exclu les patients avec une hyperkaliémie, et en tout cas, on baisse la protéinurie. Ce n'est pas inintéressant parce que dans cette publication récente de 2018, les auteurs montrent que lorsque vous baissez davantage la protéinurie, vous avez un déclin du DFG qui est plus faible dans le groupe pour lequel vous réduisez la protéinurie par rapport au groupe pour lequel vous ne réduisez pas la protéinurie. L'hydroxyurée, la pierre angulaire du traitement, des données préliminaires publiées au début des années 2010, pas d'effet sur la protéinurie dans cette population pédiatrique, une baisse du DFG, mais est-ce que c'est lié à l'hydroxyurée ou est-ce que c'est l'histoire naturelle de la baisse du DFG dans cette population pédiatrique? Cette étude canadienne qui suggère que chez des patients recevant plus de 3 mois, pendant 3 mois, un traitement par hydroxyurée, la protéinurie est plus faible.
On va un petit peu plus loin avec Pablo, on se pose la question d'un rôle spécifique de l'hydroxyurée sur le débit de protéinurie et chez des patients qui vont avoir une indication bien entendu non néphrologique, universelle pour débuter un traitement par hydroxyurée, on décide de suivre la microalbuminurie à baseline, AM1, AM3, AM6. On montre qu'après 6 mois de suivi chez des patients qui ne reçoivent pas de manière simultanée ni un IEC ni un ARA2, la protéinurie baisse de manière significative, notamment chez les microalbuminuriques, mais aussi chez les macros, ce n'est pas significatif, lié à un effectif de patients trop faible. Mais vous voyez quand même que chez ces patients qui avaient une protéinurie au départ à 72 mg par millimol, chez ces 6 patients, on est passé à 36, on réduit quasiment de 50%. Ceci a été confirmé dans une étude pédiatrique publiée dans Pediatric Blood Research en 2017. Avant la CHU, 1 an après, 2 ans après, clairement, on observe dans cette population une baisse de la protéinurie. Ceci nous a amené, et probablement plusieurs d'entre vous connectés ce jour participent à cette étude, avec le soutien du laboratoire Anmedica, à proposer une étude prospective randomisée visant à évaluer l'efficacité du cyclose, que vous connaissez mieux que moi, versus placebo dans la protection rénale et sur la baisse de la protéinurie chez des patients drépanocytaires. On a vu que les patients drépanocytaires pouvaient évoluer vers l'insuffisance rénale chronique terminale. On a vu que chez ces patients, la survie en dialyse est vraiment très mauvaise. Qu'en est-il de l'autre technique de remplacement rénal, à savoir la transplantation rénale? Pas beaucoup d'études en dehors de cette étude en 1999, une étude de registre qui, globalement, pour faire simple, montre que lorsque vous comparez un patient drépanocytaire greffé, 82% des greffes réalisées aux États-Unis, ça vous montre quand même le côté un petit peu reluctant et de rejet de greffer un patient drépanocytaire à cette époque. Ça représente vraiment un faible nombre des greffes. En tout cas, après 1 an de suivi, 3 ans et 2 ans et 3 ans, ce que les auteurs constatent, c'est que la survie patient, elle est toujours un petit peu moins bonne chez les patients drépanocytaires, mais elle devient significativement moins bonne à partir de 3 ans de suivi par rapport à un groupe contrôle qui était l'ensemble des transplantations rénales réalisées dans la population américaine, donc pas du tout d'appariement avec l'âge, le sexe. La survie greffon, c'est pareil, même survie greffon, donc ça pour nous, néphrologues, c'est plutôt pas mal de se dire que les patients, on leur met des greffons et que les greffons fonctionnent aussi bien que dans la population générale. À 12 mois, à M12, par contre, après 3 ans, on constate une baisse significative, plus importante, de la survie des greffons chez les patients drépanocytaires. C'est bien gentil, on compare avec une cohorte historique de patients, mais ce qui nous intéresse, nous, finalement, c'est de savoir, est-ce qu'un patient drépanocytaire, est-ce qu'il faut le laisser en hémodialyse ou est-ce qu'il y a un bénéfice de le mettre dans un bloc opératoire, de lui faire subir une intervention chirurgicale. Un élément de réponse avec cette étude où il regarde effectivement la survie des patients drépanocytaires transplantés, leur 82, avec des patients qui sont restés sur la liste d'attente aux États-Unis. Et ce qu'ils constatent, c'est que la mortalité, elle est identique jusqu'au 3e mois, mais qu'à partir du 3e mois, chez les patients drépanocytaires transplantés ayant, entre guillemets, survécu à cette transplantation, les auteurs observent une mortalité plus faible que ceux qui sont restés en hémodialyse. Et je dois dire que je ne suis pas très étonné parce que la survie en dialyse est vraiment très mauvaise. Cette diapositive, rapidement pour vous dire qu'avec, grâce à vos bons soins et puis aussi à nos bons soins, notamment dans le management du traitement immunosuppresseur, on voit qu'on fait beaucoup mieux en termes de survie des patients entre les années 88-99 versus 2000-2011. On a voulu aller un petit peu plus loin avec cette étude nationale française avec Christelle Gérardin, qu'on a aussi publiée en 2019 dans le British Journal Hematology, où on a voulu préciser un petit peu le devenir de la population française ayant bénéficié d'une transplantation rénale. Donc, pas uniquement Henri Mondor, c'est national. On a repris les données de 36 patients transplantés entre 2001 et 2018, qu'on a comparé avec un groupe contrôle de 102 patients, appariés pour l'âge, le sexe, la date de transplantation et qui n'étaient pas drépanocytaires, avec une cohorte de patients drépanocytaires, 43, qui étaient restés sur la liste d'attente, qui n'avaient pas pu, quant à eux, bénéficier de transplantation. Pourquoi ces patients n'ont pas bénéficié de transplantation? La raison est simple, c'est par rapport aux patients qui ont été greffés, on regarde le degré d'alloimmunisation dans le système HLA et on voit qu'effectivement, suite aux transfusions sanguines, les patients pour lesquels il y a une immunisation qui est relativement faible, ils vont pouvoir avoir accès à la transplantation. Par contre, ceux qui ont des taux médians de CPRA, Cpanel Reactive Antibodies, à 56%, ils n'arrivent pas à être transplantés. On regarde maintenant cette population, 30 patients, essentiellement des homozygotes, rapidement parce que le temps avance. On voit que la mortalité est quand même relativement importante, 33% des patients drépanocytaires, des complications post-op parfois un petit peu houleuses avec des hématomes, des thromboses du greffon, des infections. Nous avons affaire à une population qui déjà
a tendance à présenter des infections assez fréquemment, chez lesquelles on va rajouter des traitements immunosuppresseurs. Donc, on n'est pas très étonné de voir beaucoup d'infections, des infections ACMB, des infections bactériennes classiques, mais aussi des infections opportunistes. On a eu des aspergilloses, on a eu des pneumocystoses. Où on est plutôt rassuré, c'est que les événements immunologiques sont relativement faibles dans une population qui a pas mal d'immunisation. On se serait peut-être attendu à avoir plus de rejets. On a aussi fait la coloration de PERLS pour essayer de détecter une éventuelle récidive infraclinique. Et on voit quand même que ces patients drépanocytaires chez lesquels on met un rein, mais pour lesquels on ne traite pas la maladie de fond, on voit à nouveau l'aime libre venir se fixer au niveau des tubules, au niveau des podocytes et au niveau de la paroi des vaisseaux. Et donc, probablement, risque de récidive de la néphropathie si on ne traite pas de manière définitive la drépanocytose. Lorsqu'on regarde la survie des patients, bah oui, elle est moins bonne par rapport au groupe contrôle. Par contre, la survie des greffons censurés pour les décès est identique. Lorsque vous regardez maintenant, parce que moi, c'était vraiment aussi une réponse que j'essayais d'avoir, mais malheureusement, dans cette étude rétrospective, elle n'était pas designée pour qu'on puisse vraiment donner la réponse. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de montrer à la population des néphrologues, des drépanocytologues, qu'il faut absolument transplanter ces patients et non pas les laisser sur liste d'attente, non pas les laisser en hémodialyse. Donc, avec plusieurs stratégies statistiques, on a quand même réussi à montrer que lorsqu'on regarde les décès chez les patients greffés, on en a 12, et on voit que la survenue du décès est de 149 mois. Et lorsqu'on regarde les décès chez les patients qui sont restés sur liste d'attente et qui n'ont pas été greffés, on a 18 décès et on voit quand même que les décès sont beaucoup plus rapides. 64 mois versus 149 mois. Donc, même si effectivement la survie des patients est moins bonne, on a quand même l'impression que le fait de les transplanter, vous allez leur donner quelques années de plus à vivre par rapport, en tout cas, au fait de les laisser sur la liste d'attente. En conclusion, la fréquence de la néphropathie drépanocytaire augmente avec la qualité de la prise en charge initiale. Les études récentes montrent que le fait d'être drépanocytaire est un facteur de risque majeur de dégradation rapide du DFG. L'atteinte rénale, c'est clairement démontré, c'est un facteur pronostic. La physiopathologie, elle est complexe, elle est multifactorielle. Probablement le rôle de l'hémolyse, de l'ischémie-reperfusion, de certains médiateurs, du polymorphisme apoélin. Les atteintes rénales sous-jacentes, elles sont assez hétérogènes, même si la hyalinose segmentaire et focale est la plus fréquente. La place des traitements du bloqueur du système rénine-angiotensine, on pourra en parler, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Il faut commencer des bloqueurs lorsque vous avez une protéinurie supérieure à 100 mg par millimol, voire même 50 mg par millimol. Les données récentes montrent quand même qu'il y a une assez bonne corrélation entre le fait d'avoir une protéinurie persistante et la perte du DFG. L'hydroxyurée, nos données préliminaires publiées dans JSN suggèrent un rôle néphroprotecteur, en tout cas en termes de baisse de la protéinurie. On attend les résultats de l'étude SICAMIC qui, j'espère, pourront permettre de confirmer cette protection rénale. Après la greffe rénale, la survie des patients est moins bonne que dans la population générale, mais la survie des greffons est censurée pour les décès est identique. Et la greffe rénale reste malgré tout une alternative de choix à la dialyse qui doit être impérativement envisagée et qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Et j'avoue ici, c'est un luxe à l'hôpital Henri Mondor d'avoir l'équipe du centre de référence à nos côtés pour nous accompagner dans la transplantation chez ces patients qui peut parfois effectivement être assez compliquée et sur laquelle on s'est nettement amélioré ces dernières années. Et on a mis en place des staffs. D'ailleurs, si vous avez des dossiers à discuter de patients en vue d'une transplantation, il ne faut pas hésiter à les présenter en RCP. Je vous remercie pour votre attention. Moi, je fais comme ça. Merci. Parce que franchement, bel exploit d'arriver à balayer un champ assez vaste, puisqu'on ne voit pas trop un secteur de la néphrologie auquel la drépanocytose échappe. C'est incroyable. Hein, on peut développer. Et encore, tu t'es retenu là, tu aurais pu dire encore plein d'autres choses. Hein. Ah bah, j'ai fait ça un peu, oui, mais je voulais aussi aborder la physiopathe, je voulais voilà, d'autres choses. Et puis, il y a aussi un papier, là, récemment, je n'ai pas eu le temps de citer, parce qu'il y a le papier aussi de Jean-Philippe Heymann aussi sur le devenir de la fonction rénale qui a été publié dans l'American Journal Hematology là, tout récemment. Donc non, c'est bien que les équipes françaises, en tout cas, s'y intéressent. Faut continuer à avoir des idées. Il y a plein de choses encore à faire. Moi, j'ai encore plein d'idées dans le domaine de la néphropathie drépanocytaire. Et écoutez, en tout cas, voilà, je suis à votre écoute pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, je voudrais juste dire que s'il y a du luxe, il est bien réciproque, parce que nous, ça nous aide. Enfin, on n'est pas des néphrologues à la base, loin de là, en ce qui me concerne en tout cas. Et donc,
voilà, il était extrêmement important d'avoir cet investissement à la fois personnel et intellectuel dans cette néphropathie drépanocytaire qui finalement, on ne peut pas facilement assimiler à d'autres causes d'atteinte rénale. Non, il y a une spécificité. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est la physiopathologie. Voilà, il y a sûrement des choses encore à. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de pistes thérapeutiques, hein. Voilà, on parle, là, je vous ai parlé rapidement des antagonistes. Moi, je pense de l'endothéline, c'est vraiment intéressant. L'étude qu'on fait sur l'hydroxyurée, en termes de protection, c'est intéressant. Bien sûr, on aura peut-être l'occasion d'avoir des questions sur la greffe de moelle, l'allogreffe, et ma position par rapport à vos protocoles maintenant d'allogreffe. Et puis, il y a aussi une molécule qui est vraiment très, très intéressante pour laquelle nous, ici, à Henri Mondor, on participe dans le cadre de la hyalinose segmentaire et focale, puisqu'on est centre de référence syndrome néphrotique idiopathique, qui est une molécule qui cible exclusivement apoélin dans les podocytes. Et là, on a inclus des premiers patients. Chez des patients, bien sûr, la drépanocytose était un critère d'exclusion, mais on fait très largement le polymorphisme chez vos patients. Et on a beaucoup de patients, pas tous, mais j'ai beaucoup de patients quand même de votre cohorte qui ont un polymorphisme à risque et qui ont une néphropathie drépanocytaire. Et il y a une molécule, effectivement, qui va sûrement arriver, j'espère, sur le marché dans les années qui viennent et qui pourrait aussi être intéressante dans le cadre de la néphropathie drépanocytaire. Donc, non, il y a plein de projets d'études à mettre en place. Moi, je retiens aussi que, d'un point de vue de la stratégie très long terme sur cette maladie pour toute une vie, il faut essayer de réduire l'hémolyse et les crises, et si on veut faire de la prévention de la néphropathie, il faut commencer très très tôt, quoi. Ouais. Hémolyse, crise. Et puis là, maintenant, les données, il y a de plus en plus de données robustes. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu pas sceptique, mais voilà, comme il n'y avait pas beaucoup de données dans la littérature, mais clairement, un peu à l'image dans toutes les maladies rénales chroniques, nous, on apprend on m'a appris qu'il faut baisser le maximum le niveau de protéinurie. Et là, quand même, les données, que ce soit le papier de Blood Advance ou les papiers sur la corrélation protéinurie et dégradation de la fonction rénale, je pense qu'on a aussi tout intérêt chez les patients drépanocytaires à viser vraiment. Alors, bien sûr, c'est problématique, hein. Nous, on a des patients qui ont 18, 19 de tension. Vous avez des patients qui ont l'hypercalémie, qui ont l'anémie, qui partent de 12, 13 de tension. Mais vraiment, un des messages, c'est tant que c'est bien toléré, essayez d'augmenter quand même progressivement les doses d'IEC, d'ARA2, en attendant éventuellement de nouvelles molécules qui pourraient encore bloquer davantage le système rénine-angiotensine, voire l'endothéline. Bon, moi, je vais laisser la parole maintenant aux organisateurs qui vont organiser la discussion. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Louis également est connecté. On a plusieurs questions sur le chat. On peut peut-être commencer par ça déjà. Justement, là, vous parliez, donc ça tombe à pic, de la stratégie par rapport à la réduction de la protéinurie. Et donc, on a une question justement qui est, alors vous y avez en partie répondu, mais quelle stratégie d'adaptation des doses, donc en IEC, éventuellement switch pour Zartan, etc., en cas de persistance de la protéinurie? Donc, pour la néphropathie, globalement, maintenant, dans le cadre de la maladie rénale chronique, IEC, ARA2, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, les premières études de néphroprotection, on mettait les IEC pour les diabètes de type 1, les ARA2 pour tout. Maintenant, voilà, les études ont montré clairement, c'est à peu près, on s'attend avec un IEC, un ARA2 à baisser d'environ 30% le débit de la protéinurie de baseline. Ensuite, effectivement, on sait aussi que le prix à payer pour être protecteur à long terme, c'est cette petite baisse initiale du DFG, mais c'est le prix à payer pour protéger à long terme. Donc, effectivement, un patient, même s'il a 90 ml par minute, si vous mettez un IEC, on tolère habituellement une augmentation jusqu'à 20-25% de baisse du DFG initial, parce qu'on sait que cette petite baisse initiale, ça va nous permettre à long terme de protéger les reins. Au-dessus de 20%, il faut arrêter le traitement par IEC ARA2 et il faut effectivement rechercher éventuellement une sténose des artères rénales. Il y a aussi une nouvelle classe de molécules qui vient d'apparaître, et Pablo a déjà échangé avec moi, je ne sais pas s'il est connecté, je ne pense pas, par mail à leur sujet, c'est les inhibiteurs des SGLT2 qui sont initialement des antidiabétiques et qui ont montré des résultats en protection rénale qui sont extraordinaires, avec une diminution de risque relatif d'évolution vers un critère composite rein, doublement de la créatinine, insuffisance rénale chronique terminale de 40%, et qui aussi, je serais très, très intéressé de pouvoir proposer des protocoles dans le cadre de la protection chez les patients drépanocytaires. Là encore, les patients ont été exclus, bien entendu, des études initiales,
Et ça serait vraiment très intéressant de voir cette molécule aussi, en plus des IEC et des ARA2. Excusez-moi. Moi, je suis en conférence Drepano, je suis à Topo. Ok, super. Si je peux me permettre une question, c'est sûr que d'accepter cette baisse de DFG initiale par l'IEC, c'est un peu paradoxal par rapport aux données que vous nous avez montrées sur le fait d'avoir une survie rénale meilleure lorsqu'on a un DFG très élevé. Ouais, mais si on fait en tout cas par extrapolation par rapport à la population générale, c'est vrai que voilà, il faut accepter. On sait que de toute façon, quand vous mettez un IEC, un ARA2, vous jouez sur l'hémodynamique intrarénale. C'est sûr qu'il va y avoir une petite augmentation de la créatinine. Mais après, les études montrent très bien aussi qu'en fait, il faudrait que je vous montre un graphe, mais vous baissez quand vous mettez sous IEC ARA2 plus que dans le placebo. Mais après, vous allez remonter. Et après, au bout de 6 mois, le placebo, il y a la baisse plus rapide et le IEC, vous atteignez un plateau et une pente de décroissance beaucoup plus progressive. Donc, voilà, il y a cette petite… Maintenant, alors c'est pareil, par rapport à l'introduction des IEC ARA2, faut pas la néphroprotection, elle a un sens assez précocement. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de protéger un rein quand vous allez avoir quand vous êtes à 30, 25 millilitres par minute, ça devient très audacieux de proposer un IEC, un ARA2 quand vous avez un patient qui a 200 de créatinine, parce que ce n'est pas du tout la même chose de passer de 50 micromoles de créatinine d'un DFG, n'importe quoi, 130 à 65 ou 70 micromoles que de passer de 250 à 340 micromoles. Voilà, donc effectivement, il y a aussi à baseline, on évite, c'est trop tard, d'introduire des IEC, des ARA2 à moins de 30 millilitres par minute. Il faut faire attention. Je vois une question. Quelle stratégie d'adaptation des doses Sartan? IEC ARA2, c'est à peu près le même niveau de baisse de la protéinurie. Donc, à partir du moment où vous avez choisi une molécule, sauf si elle n'est pas tolérée, pensez bien, les IEC, ça fait tousser. Donc, si vous avez un patient qui présente une toux quelques semaines après l'introduction d'un IEC, vous pouvez le mettre sous ARA2, mais sinon, vous pouvez mettre soit les IEC, soit les ARA2, selon vos habitudes de prescription, et essayer d'augmenter les doses progressivement, en sachant qu'il faut se méfier d'augmentation de la créatinine, de la baisse de l'hémoglobine, d'augmentation du potassium, que vous pouvez contrôler avec du KX-salate, et puis c'est tout. Et quel objectif, du coup, en termes de… Faut baisser, voilà, faut essayer de baisser la protéinurie. Moi, je dirais qu'il faut commencer quand il y a plus de 50 mg par millimole. Le papier de Blood, je crois qu'il y avait un groupe qui s'était réuni. Les recommandations, c'était 100 mg par millimole. Je pense que dès 50 mg par millimole, je pense que c'est intéressant de débuter un traitement. Alors bon, après, voilà, il y a aussi des protocoles en cours. Là, voilà, évitez en ce moment, si vous devez préférer, autant inclure à 50 mg, autant inclure dans le protocole AdMedica pour qu'on puisse essayer d'avoir la réponse sur le rôle spécifique du cyclose, puisqu'effectivement, les IEC, les ARA2, c'est des critères d'exclusion. Voilà, mais probablement, voilà, assez précocement. Il y a une question également un petit peu sur le même thème. C'est par quel mécanisme, du coup, les IEC et ARA2 font baisser l'hémoglobine? Alors, ça joue directement sur la synthèse de PO. Ça joue au niveau de la synthèse de PO. Je ne connais plus le mécanisme exact, mais effectivement, c'est la synthèse de PO qui va être délétère quand vous mettez un traitement sous IEC ARA2. Et nous, chez des patients qui ont des polyglobulies, parfois après transplantation rénale, où d'un seul coup, vous allez être inondé de PO avec un rein qui marche bien, effectivement, le fait de les mettre sous IEC surtout, il y a une diminution du taux d'hémoglobine, mais c'est directement sur l'action sur le PO. Il y avait une autre question de Gilles Loco qui était est-ce qu'il faut du coup débuter la dialyse plus tôt chez un patient drépanocytaire? Oui, c'est intéressant, ça, toutes les questions sont intéressantes, mais ça, c'est une interrogation, notamment Anoucha Habibi, ici à Mondor, plusieurs fois m'a posé la question. On avait tenté, elle avait l'impression, Anoucha, que quand on attendait un petit peu, les patients faisaient plus de crises, parce qu'effectivement, l'insuffisance rénale, ça entraîne un peu de rétention hydrosodée, ça entraîne un peu d'hypoxie. Nous, on avait comparé dans le papier avec Louise Nielsen dans BJH la fréquence des syndromes thoraciques, des crises dans les 6 mois avant, 6 mois après, ou un an avant, un an après l'initiation d'hémodialyse. On n'avait pas mis en évidence clairement, mais probablement, effectivement, ces patients, c'est peut-être intéressant de les commencer un petit peu plus tôt, mais ce n'est pas clairement démontré dans la littérature. Et la place de l'EPO
Alors du coup, dans la néphropathie Ouais. drépanocytaire? Au stade d'insuffisance, de toute façon, vous utilisez largement le PO. Je ne suis pas le plus expert autour de cette table et sur cette visio pour vous parler de PO. Donc, nos patients qui ont l'insuffisance rénale, il faut les mettre sous EPO. Ils n'ont pas une très bonne réponse à l'EPO. On est souvent amené à utiliser quand même des fortes doses avec vous. Donc, oui, ils sont sous EPO. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un effet? Bon, voilà, ce n'est pas extraordinaire comme ça. Mais après, voilà, on arrive quand même, on s'en sort. Généralement, on arrive maintenant à les maintenir à leur taux, à leur hémoglobine de base, et puis parfois des transfusions un petit peu itératives. En tout cas, moi, la plupart des patients qui sont insuffisants rénaux, on est quand même toujours amené à poursuivre les transfusions malgré l'initiation, mais au stade d'insuffisance rénale sévère et malgré l'initiation de la dialyse. Alors moi, j'avais aussi une question. Donc, on a vu la place importante effectivement de l'hémolyse dans la survenue donc par plein de facteurs directs, indirects. Et du coup, les thérapies anti-hémolyse également, il y a quelques-unes qui sont en train d'arriver, comme le voxelotor, par exemple, qui est capable effectivement d'améliorer l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, donc de limiter l'hémolyse. Est-ce que c'est des thérapies qui vous semblent, enfin des pistes qui vous semblent intéressantes? Pareil avec Pablo, on a aussi c'est la molécule de Novartis. Non, c'est GBT. Mais, Moi, je ne sais plus, je mélange, mais je sais que oui, il y a probablement, c'est pareil, il y a de toute façon, tout ce qui va permettre de réduire l'hémolyse, la fréquence des crises, je pense qu'effectivement, ça va contribuer à améliorer un petit peu le pronostic rénal et limiter les damages néphrologiques, les lésions néphrologiques. Maintenant, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le polymorphisme ApoE non plus. C'est bien, moi, je pense, de rechercher un polymorphisme parce que ce n'est pas inintéressant qu'on puisse avoir une base de données sur tous les patients vu effectivement l'apparition probablement dans les années qui viennent de nouvelles molécules. Mais ce que je vois, moi, j'ai des patients qui ont un polymorphisme pas du tout à risque et qui ont quand même une authentique néphropathie drépanocytaire. Donc, probablement, toutes les nouvelles molécules vont, le fait d'améliorer l'hémolyse, d'améliorer l'affinité de l'hémoglobine, de réduire les crises, tout ça, ça peut avoir que de l'intérêt. Maintenant, voilà, on voit très, très bien l'hydroxyurée, vous l'utilisez depuis de nombreuses années, même si on démontre un rôle spécifique, ça ne fait pas tout, quoi. Il y a d'autres choses. C'est quand même multifactoriel, cette néphropathie drépanocytaire. Des thérapies combinées peut-être alors, c'est peut-être Peut-être. l'avenir. Voilà, et puis il y a aussi la question de la greffe de moelle, Oui. voilà, parce que moi aussi on m'a questionné sur les indications et ça c'est vraiment très très difficile. Alors je ne suis pas expert, hein, même si j'ai fait 6 mois dans mon internat en hémato, moi j'ai des souvenirs de la greffe de moelle qui était assez chaotique. Je sais que maintenant avec les protocoles, le pronostic est bien meilleur, les complications sont moindres. Maintenant toute la question effectivement, parce qu'on m'a plusieurs fois challengé un petit peu sur tiens, le patient il a une protéinurie à 3 grammes ou 2 grammes, il faudrait lui faire une greffe de moelle sans insuffisance rénale. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, j'ai quand même le souvenir que la greffe de moelle, c'est quand même une période et une intervention qui est assez qui n'est pas évidente. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que des patients 25 ans, 3 grammes par jour de protéinurie, une créate un DFG à 50 ml par minute, on sait que s'il a 25 ans, franchement, il n'a pas un très très bon pronostic. Donc mais maintenant, est-ce que voilà, là encore, il faudrait faire des ABAC, des scores pour pouvoir un peu préciser la place chez nos patients, en tout cas avec une atteinte rénale, de pouvoir préciser la place de la greffe, mais c'est peut-être pas inintéressant. Hein. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse du tout. Alors, il y a encore une question dans le chat de Gilles à nouveau. Alors oui, est-ce qu'il ne faut donc du coup essayer de limiter les transfusions pour préserver la qualité de vie de la greffe à venir? Ouais, alors c'est une question intéressante. Moi, je dirais qu'il faut limiter les transfusions tant que possible, parce qu'effectivement, mais bon, ils sont tellement transfusés, vos patients. Après, nous, on a quand même des protocoles de désensibilisation pour essayer de réduire les taux d'anticorps anti-HLA, mais c'est vrai qu'on a affaire quand même sur nos patients sur liste d'attente de transplantation avec un degré d'immunisation qui est quand même beaucoup plus important que dans la population générale. C'est vraisemblablement lié aux grossesses et aux transfusions. Donc, je dirais que oui, il faut quand même se poser la question de plus en plus, essayer de limiter. Mais maintenant, voilà, il y a des impératifs que je comprends parfaitement chez les patients drépanocytaires. Voilà, vous avez des protocoles d'échange transfusionnel, etc., qui sont quand même bien adaptés, qui permettent aussi de réduire, qui améliorent le pronostic de vos patients. Donc, c'est à mettre dans la balance. Voilà, je dis qu'il ne faut pas transfuser à tout va, transfuser pour transfuser. Mais il faut rester dans le cadre de vos indications que je ne connais pas sur le bout des doigts. Mais je pense que vous êtes raisonnable. Mais voilà, il ne faut pas voir les indications trop larges parce qu'effectivement, ça peut en tout cas être un obstacle après pour la transplantation rénale. Parce que c'est vrai que plus ils sont immunisés, même si on arrive à les faire accéder à la greffe,
plus ils vont avoir des traitements immunosuppresseurs lourds. Et plus ils ont des traitements immunosuppresseurs lourds, plus ils sont à risque de complications infectieuses. Donc, un peu, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, oui, si on peut, mais encore, voilà, c'est une prise en charge globale et il n'y a pas une attitude thérapeutique. Voilà. Mais si on peut limiter, dans la mesure du possible, moi, j'encourage. Sinon, S'il y a d'autres questions, je ne sais pas, si des gens peuvent, dans le chat, les questions sont épuisées. S'il y a des intervenants, des questions en direct, je pense, ceux qui ont encore des questions. Alors sinon, j'ai une petite question éventuellement. J'étais très intéressé aussi de voir les travaux récents sur l'acidose et le mode de dépistage. Ouais. Finalement, nous, on recherche souvent l'acidose justement chez les patients qui vont faire des crises à répétition parce qu'on sait que ça peut favoriser effectivement. Du coup, c'est vrai que le dosage de l'osmolarité urinaire, ça paraît être un moyen. Et par rapport. Et justement, donc par rapport au fait de dépister une acidose sur le iono, enfin, les bicarbonates, etc., qu'est-ce que ça va être sa place? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est vrai que pour l'instant, on est assez pragmatique. On dit que on traite l'acidose si on voit un taux de bicarbonate plutôt faible. Là, dans l'étude, il y avait des patients qui avaient des bicarbonates normaux qui avaient quand même ce défaut d'acidification. Donc, c'est pas ce défaut d'acidification, il favorise l'hyperkaliémie. Probablement aussi, ça peut intervenir dans la progression de la maladie rénale. Donc, moi, j'aurais tendance, effectivement, alors ça aussi, il faudrait faire des études, je ne peux pas non plus l'affirmer, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à sortir un peu plus rapidement. Par exemple, on n'a pas montré que ces défauts d'acidification, ça pouvait être corrélé à la survenue de crise. Ça serait peut-être intéressant de regarder chez des patients qu'on ne traite pas, qui ont des osmolarités qui prédisent un défaut d'acidification des urines. Est-ce que c'est des patients qui font plus de crises? Ça peut être un projet d'étude qui est assez facile à mettre en place. On regarde l'osmolarité et on voit effectivement le fait d'avoir un défaut d'acidification, ça va peut-être, parce que ça reflète un petit peu aussi ce qui peut se passer en plus systémique. Donc non, pour l'instant, on n'a pas d'intervention thérapeutique à proposer, mais probablement aussi, il y a des études qui vont être faites et qui devraient être faites pour montrer que ce défaut d'acidification des urines pourrait probablement intervenir assez précocement, pas attendre la baisse du taux de bicarbonate dans le sang. Il y a une question sur les échanges transfusionnels. Quand les IEC et les ARA2 ne marchent pas, est-ce que les échanges transfusionnels pourraient être utilisés? Ça apporte quelque chose? Oui, alors ça, j'avais vu passer des papiers. Donc, pour l'instant, quand même, je pense, en tout cas, l'équipe ici, Henri Mondor, et Frédéric me contredira, le traitement optimal pour la néphropathie drépanocytaire, c'est quand même le traitement par de plus en plus, même si on attend effectivement la confirmation de l'intérêt de l'hydroxyurée, mais la plupart des patients, ils ont l'hydroxyurée, ils ont un bloqueur du système rénine-angiotensine, et c'est vrai qu'après, la place des échanges, il y a des publications anciennes qui montraient que les échanges plus l'hydroxyurée, ça pouvait faire baisser davantage la protéinurie. Donc, il y a pas mal de patients qui sont dans des protocoles d'échange, ce qui permet, à mon avis, même si ce n'est pas scientifiquement clairement prouvé sur des grosses cohortes de patients, je pense que ce n'est pas inintéressant de mettre ça en place. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que pour l'indication néphrologique? Je ne pense pas. C'est souvent des patients, finalement, qui ont besoin d'échanges transfusionnels pour d'autres raisons. Mais en fait, ces patients, ils ont des phénotypes qui sont… ils ont souvent un peu le même phénotype. Ils ont souvent les atteintes assez sévères, dont fait partie l'atteinte rénale. Et finalement, pour contrôler le tout, que ce soit le cœur, les poumons, les reins, on met des IEC, on met le cyclose ou l'hydroxyurée, et on propose des protocoles d'échange transfusionnel. Mais effectivement, il y a des études anciennes qui montraient que les échanges transfusionnels en eux-mêmes, échange transfusionnel et plus hydroxyurée versus hydroxyurée tout seul, il y avait un bénéfice, le fait de rajouter des échanges. Poser une petite question? Oui. Bien souvent, on voit se développer chez nos patients une hyperuricémie. Ouais. On sait que classiquement, quand ils sont hyperfiltrants, quand ils sont jeunes, ils ont un débit, une clairance de l'acide urique qui est très optimale, peut-être trop même, j'en sais rien. Puisque bon, c'est compliqué, hein, l'élimination de l'acide urique, c'est pas seulement de la filtration, etc. C'est du tubule aussi, sauf erreur de ma part. Et puis donc il y a cette affaire d'acidose qui apparaît, l'acide urique, et puis il y a un certain nombre de nos patients qui finissent par expérimenter des crises de gouttes.
Quel autre commentaire tu pourrais faire autour de ça? Bah, l'hyperuricémie, nous aussi, on connaît bien chez les patients avec une insuffisance rénale. Alors, je ne connais pas les mécanismes, je ne connais pas bien la littérature de l'hyperuricémie et des crises de gouttes chez les patients drépanocytaires, pour être honnête. Nous, maintenant, les recommandations, on ne traite pas une hyperuricémie asymptomatique. Ça n'a jamais été démontré comme étant un facteur de progression de la maladie rénale. Par contre, un patient, alors vous, c'est difficile, hein, je ne sais pas si vous arrivez facilement à diagnostiquer une crise de goutte chez un patient drépanocytaire. Si, assez. Si, Après, un patient qui a une crise de goutte, oui, il faut le traiter. Ça, il faut le mettre sous allopurinol, sous Iloric ou autre, ce qu'on veut. Mais les recommandations, c'est de ne pas traiter une hyperuricémie asymptomatique. Pas juste traiter un taux d'acide urique. Pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice. Peut-être dans la population drépanocytaire, c'est autre chose, mais dans la population générale. Et est-ce qu'il y a des études qui, en longitudinal, ont pu éventuellement montrer que la progression de l'uricémie avait quelque chose à voir avec la progression de la maladie rénale? Non. Il y a des études, mais ça n'a jamais été montré que l'hyperuricémie est un facteur. Alors, la progression, je ne sais pas. En tout cas, l'hyperuricémie n'est pas reconnue comme un facteur de progression. Alors, Non, pas un facteur de progression, un indicateur. Plus tu altères ton DFG, plus les taux d'acide urique ont tendance un petit peu à augmenter, hein, de toute façon, oui. Oui, d'accord. Par contre, l'acidose métabolique, il y a quand même un intérêt à la traiter, parce qu'il y a des papiers récents qui identifient effectivement le taux faible de bicarbonate comme pouvant être un facteur de risque de progression de la maladie rénale. D'accord. Et alors, souvent, quand ils avancent vraiment dans l'insuffisance rénale, ils deviennent hyperphosphorémiques. Ouais. Et ça, il y a un certain nombre de papiers en néphrologie standard, si j'ose dire, qui montrent la corrélation entre la phosphorémie et l'affinité des globules rouges pour l'oxygène. Ouais. Et allant malheureusement dans le mauvais sens, c'est-à-dire vers l'hypoaffinité, ce qui en matière de drépanocytose ne pourrait que favoriser encore plus la falciformation. Donc, tu aurais tendance à vouloir baisser le taux de phosphore. Voilà. On peut tout à fait, nous on a des traitements, il y a des chélateurs du phosphore qu'on peut tout à fait utiliser chez les patients drépanocytaires. C'est marrant parce que j'ai vu une patiente ce matin qui me disait, j'avais commencé un traitement par chélateur, mais elle avait des diarrhées, je lui ai dit d'arrêter ce matin. J'avais pas Mais bon, elle se plaignait tellement de diarrhée sous chélateur, je lui ai dit on arrête, mais je n'avais pas cette notion sur la relation taux de phosphore et affinité de l'hémoglobine. Je pense que ça peut assez facilement s'étudier, disons, à l'échelle du patient individuel, peut-être aussi à une échelle plus scientifique. Il y a encore une question dans le chat. Moi, j'en ai encore une. Sur le traitement. Pardon, j'ai une dernière question. Ah, est-ce que tu peux commenter sur l'utilisation de l'EPO du point de vue néphrologique, l'EPO, enfin la stimulation de l'érythropoïèse? Non, c'est pas une mauvaise blague que je te fais, une mauvaise blague privée. On a une étude avec Frédéric qui est dans son tiroir, là derrière, là je pense. J'imagine, il y a le papier, ça fait depuis 2 ans que j'essaie de les bouger, mais bon. Non, sur l'EPO, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que oui, bien sûr, vous avez des patients, ils ne répondent pas bien à l'EPO, il n'empêche qu'il faut les mettre quand même sous EPO, sous forte dose, pour avoir comme objectif d'essayer de maintenir une hémoglobine de base, sauf d'autant plus qu'ils sont au stade d'insuffisance rénale. Pour moi, il n'y a pas de doute quand il y a l'insuffisance rénale, mais ce n'est pas des bons répondeurs, hein. Là, c'est une évidence. Donc, effectivement, l'érythropoïèse et la stimulation d'érythropoïèse chez un patient drépanocytaire, c'est autre chose que chez un patient qui a une maladie rénale chronique non drépanocytaire. Donc, voilà, non, sur le PO, malheureusement, c'est comme un peu dans les maladies tumorales, hein, où on utilise des fortes doses de PO. Après, il faut faire attention aussi, hein, les fortes doses de PO, ça a été aussi associé, en tout cas en dehors dans la maladie rénale chronique, à des problèmes de thrombose, des problèmes d'hypertension, des problèmes d'AVC. Donc, si vous avez un patient sous forte dose de PO qui fait un problème neurologique, qui fait de l'hypertension, pensez éventuellement au rôle délétère des agents stimulant l'érythropoïèse sur l'endothélium vasculaire et pouvant être éventuellement à l'origine. C'est vrai que vous avez des patients, ils peuvent parfois présenter des problèmes neurologiques, ils ont plein de complications et plein de raisons, mais pensez quand même, chez des patients qui reçoivent des fortes doses, n'oubliez pas la possible responsabilité des agents stimulant l'érythropoïèse. Et l'autre choix pour les gélules de bicarbonate, sinon, s'ils ne supportent pas, c'est de boire de l'eau de Vichy Célestin. Ça marche très bien. Pour répondre à Monsieur Loco. Mais c'est madame. Madame, pardon, j'avais pas, il y avait juste marqué Loco.
Excusez-moi, Madame Loco. Voilà, la preuve. D'autres questions? Si... On a bien parlé là déjà. Hein. Oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était voilà, très, très sympa de pouvoir discuter. Voilà, j'espère que j'ai pu quand même remplacer Jean-Philippe Eman. Voilà, même si en binôme, ça aurait encore été sûrement mieux, mais voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum. En tout cas, comme tu disais, Frédéric, j'ai essayé de balayer de manière la plus complète tout ce qu'on sait sur la néphropathie drépanocytaire. J'espère ne pas avoir oublié trop d'informations. Moi, je fais un appel à mes collègues. Il reste toujours très, très intéressant d'être vigilant sur le cancer médulaire, que ce soit chez les porteurs du trait ou les formes cliniques. Et parce que il est possible qu'il y ait des progrès très substantiels de fait en étudiant le génome, enfin les altérations génomiques de ces tumeurs, pour cibler mieux les traitements, parce que c'est un cancer absolument épouvantable qui progresse de façon difficilement contrôlable. Donc, essayez avec vos anatomopathologistes et vos oncologues de travailler sur ne pas laisser ces cas-là disparaître dans les archives. Ben, merci beaucoup. Ouais. Louis, on vraiment on vous remercie énormément pour ce topo qui était vraiment effectivement très, très complet, très transversal, qui nous a parlé de tous les domaines de la néphrologie et qui était passionnant. On espère effectivement que tout le monde était très satisfait, mais je crois qu'on a énormément de merci et de bravo dans le chat, donc je pense que ça a beaucoup plu. Bon, c'est très gentil, merci beaucoup en tout cas. Merci encore pour l'invitation et pour l'organisation, hein. À Louis puis à vous, Sylvain, merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt alors, pour la suite de nos aventures. Oui. En présentiel, à une journée de la filière, ou voilà. Allez, des choses comme ça, oui. Allez, bonne continuation et puis bravo pour tout le travail que vous faites aussi de votre côté. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, coucou à tout le monde. Au revoir. Bon, bonsoir à tous les deux. Du coup, je ferme. Hein. On est OK? On est bon. Merci beaucoup. Oui, bon, ben, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. À bientôt. Beaucoup pour l'organisation. Au revoir. Pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.